9h47, l'heure de la deuxième partie du débat dans Direct Gestion. On invite ce matin Vincent Genzi, le stratégiste de Cholet-Dupont et gérant du fonds Cholet-Dupont Amérique Stratégie. On évoquait juste avant la pause les secteurs à privilégier, en tout cas les secteurs privilégiés par Vincent Genzi aux États-Unis. Beaucoup de santé, beaucoup de techno, de l'information. On va se pencher justement sur les résultats qui ont été annoncés par Facebook, des résultats mitigés, en tout cas avec une base de 1,2 milliard d'utilisateurs. Facebook est tranquille, les résultats publicitaires sont là, mais ils accélèrent dans la recherche et développement, donc les coûts de personnel ont pesé. Absolument. Donc, après la publication de ces résultats, le titre baissait un petit peu en après-marché. Bon, c'est un phénomène qui est assez régulier, hein, surtout sur des titres qui ont beaucoup progressé comme Facebook. Les marchés sont parfois un peu schizophrènes, hein. Ils veulent de la croissance des résultats, mais quand une entreprise investit trop, ça pèse un petit peu sur les résultats, donc on n'aime plus. Bon, ça ne nous inquiète pas beaucoup, donc on ne va pas réagir en tout cas au niveau du fonds, on ne va pas réagir sur ce genre de nouvelles. En revanche, vous êtes aussi positionné sur des valeurs conso. En tout cas, on a publié, il y a eu des déceptions dans ce secteur consommateur, notamment du côté de McDonald's qui n'arrive pas à endiguer la chute, en tout cas de fréquentation. Les Américains, alors évidemment, il y a des programmes anti-obésité lancés par Michelle Obama et McDo patine un petit peu en ce moment au détriment de nouvelles chaînes, des Subway, des Chipotle. Que pensez-vous de McDo? Est-ce que ça fait partie des lignes que vous surveillez ou qui sont dans le portefeuille de CD Amérique Stratégie? Oui, mais on l'a beaucoup réduit depuis plusieurs mois, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Donc les titres les chiffres qui ont été publiés n'étaient pas très satisfaisants, mais ce que le marché a retenu, c'est la volonté de McDo de se réingénierer, donc de lancer un programme de relance et de restructuration pour recoller un peu aux attentes de ses clients. Et il y a une chose qui caractérise les grandes sociétés américaines, c'est justement cette capacité à se retourner, à se redresser. C'est pour ça que le titre, hier, a commencé à bien réagir. Ouais, c'est les inventeurs du marketing et aussi de certaines stratégies de management. Même chose pour Coca-Cola, que vous avez en portefeuille, le lancement de nouvelles lignes de produits qui ont déçu un peu. Oui, n'empêche que le Coca-Cola a fait état d'un rebond de ses ventes, alors qu'on était plutôt sur des déceptions depuis plusieurs trimestres. Donc là aussi, le marché a bien réagi. On aime bien Coca-Cola, on est neutre dessus, on n'est pas surpondéré parce que la croissance avait ralenti. Mais on a commencé à réaugmenter un petit peu nos positions il y a quelques semaines maintenant, et ça montre que nous accompagnons justement tous ces changements structurels qu'il y a au sein des entreprises à partir du moment où elles commencent à vouloir redresser la tendance, nous les accompagnons. Et puis il y a un illustre homologue très actif, c'est Warren Buffett, qui a créé en fusionnant Heinz et Philadelphia le numéro 5 des géants alimentaires. Est-ce que c'est un titre sur lequel vous allez investir? Nous avions du Heinz, absolument, et ce que nous retenons surtout de cette histoire, c'est que alors que ces deux sociétés étaient déjà très bien gérées, il y a quand même encore des activistes et des investisseurs qui ont réussi à faire un rapprochement pour optimiser encore davantage les bases de coûts et en faire une société plus profitable. Justement, On peut se demander où ça arrêtera ce genre de mouvement aussi. on voit qu'il y a beaucoup de cash, on a parlé en début d'émission des phénomènes de buyback, donc on peut imaginer qu'il va y avoir un retour des méga-fusions, on voit ça dans la santé notamment, sur les génériques, le marché est agité, dans les biotech, le marché est agité. Est-ce que vous pensez que ça va se poursuivre, vu que les sociétés ont des montagnes de cash en ce moment et un accès au crédit pas cher? Oui, absolument. Non, mais ça va se poursuivre tant que ces conditions vont perdurer. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison d'anticiper l'inverse. Je pense que ça commencera à changer, soit quand l'argent sera un petit peu plus cher, soit quand on verra une activité domestique américaine s'affirmer un peu plus, que ce soit dans le secteur de la consommation ou dans le secteur de l'investissement. Mais pour l'instant, ça reste un support très favorable au marché, au même titre que les rachats d'actions que vous signaliez. On reste dans les valeurs que vous préférez. En troisième ligne du portefeuille, on retrouve Walt Disney. Walt Disney qui a annoncé des très bons chiffres qui sont tirés notamment par le blockbuster La Reine des Neiges qui a fait un véritable carton. Il prépare les deuxième, peut-être troisième épisodes. En tout cas, le
PDG a déclaré qu'il y en avait pour 5 ans de résultats. Vous aimez cette valeur en particulier? Vous l'avez renforcée récemment? Oui, on la renforce régulièrement pour garder un niveau de pondération assez important. On est surpondéré sur le titre. Ce qui est fascinant avec Walt Disney, c'est que dans des activités qui peuvent quand même de temps en temps révéler de mauvaises surprises, hein, parce que quand on fait de la production audiovisuelle, tout n'est pas forcément un blockbuster. C'est cette diversification qu'il y a au sein du groupe qui fait que maintenant, depuis plusieurs années, on a une régularité de la croissance des résultats, une croissance forte que le marché apprécie beaucoup. Et c'est vrai que c'est une très très belle valeur à avoir en portefeuille. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous interroger également sur le pilier de la cote, la plus grosse capitalisation mondiale, c'est Apple. Apple qui est également la première ligne, loin devant les autres du portefeuille. Il y a une actu sur Apple, peut-être un relais de croissance, on verra, c'est l'Apple Watch Oui. qui vient d'être lancé. L'Apple Watch, vous y croyez? On voit en tout cas qu'elle est proposée à des people. C'est Beyoncé et Karl Lagerfeld qui sont en train de tester l'Apple Watch luxe. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une incursion de Apple justement dans ce marché de l'horlogerie internationale? Écoutez, le pari méritait d'être lancé. Apple nous a habitués à des prises de risques non négligeables dans le lancement de ces nouveaux produits. In fine, est-ce que ce sera vraiment un très grand succès? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Vu d'Europe, parfois on se pose un peu des questions sur le phénomène de ces montres qui veulent être des montres de luxe et qui pour un Européen ne seront pas vraiment des montres de luxe. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que Apple a rarement eu comment dire, c'est rarement trompé. C'est-à-dire que si éventuellement le lancement se passe moins bien qu'attendu, au bout d'un certain temps, Apple est capable de mettre en place des correctifs pour rendre le produit plus attractif, soit en baissant les prix, soit en l'enrichissant. Donc, pour l'instant, on reste très, très confiant sur globalement la stratégie du groupe, en lui faisant confiance et en se disant que d'une manière ou d'une autre, ils ne perdront pas d'argent et ils continueront à en gagner avec cette montre, même si elle n'a pas forcément le succès que certains peuvent espérer aujourd'hui. Alors juste aussi un petit mot sur Apple, c'est vrai que c'est la première position du fonds, mais c'est également un titre sur lequel on devrait être encore plus pondéré. Et on a quand même des règles de gestion pour protéger un petit peu le fonds de risque excessif. On devrait avoir 12 ou 13% d'Apple dans le fonds et on s'est limité à ne pas dépasser des lignes qui feraient 7 à 8%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a une très grosse position, mais que cette position ne correspond pas à l'opinion positive, très positive que nous avons sur le titre. D'accord, puisqu'à part l'Apple Watch, il y a le succès évidemment de l'iPhone 6. Cette année, il y aura sûrement l'iPhone 7. Pour l'instant, le succès ne se dément pas avec une pénétration du marché chinois, Oui. justement, qui est carrément un marqueur pour le coup, un marqueur social d'avoir un iPhone en Chine, qui est en passe de devenir le premier constructeur, qui est déjà le premier constructeur mondial de mobile. Oui, c'est un producteur de produits de luxe, Voilà, c'est comme ça qu'on le... comme les automobilistes allemands, enfin les Parfait. constructeurs d'automobiles allemands. En tout cas, vous n'êtes pas prêt à troquer votre montre européenne contre une montre américaine et celle de l'Apple, même si elle est très luxueuse. On va terminer effectivement par d'autres valeurs que vous avez en portefeuille. Donc c'est sur les géants, vous nous avez parlé justement de santé. Est-ce que Oui. dans la santé, vous avez des biotech? Oui, on a beaucoup de biotech, on a de Amgen, du Biogen, du Celgen. On n'a pas de petites biotech où l'activité est assez frenzy, assez agitée, comme disent les Américains. Donc on est plutôt positionné sur les grandes valeurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a également à côté de ces grandes valeurs de santé, des boîtes, valeurs de biotech. On a aussi des entreprises comme Gilead ou Johnson qui ont une activité plus visible, hein, ou Abbott, enfin plus régulière. Et on a aussi des acteurs du secteur de la santé que sont CVS ou United Health, qui sont des sociétés de remboursement de soins, hein, de prise en charge des patients, qui sont des sociétés qui sont payées par les entreprises pour apporter le suivi médical et le remboursement des soins de santé. Et ça sont un peu comme des grosses assurances, si vous voulez, des mutuelles qui ont une activité très, très régulière et très profitable.
Donc là, vous restez positionné sur ces dossiers. En tout cas, on a noté le marché US tient non seulement bien à la baisse, mais en plus, le trou d'air aux États-Unis ne va pas durer. C'est votre conviction, en tout cas, sur les États-Unis. Vous êtes stratégiste, ça veut dire que vous ne regardez pas seulement les actions, mais les taux. Si on veut faire aujourd'hui, il nous reste 2 minutes, Vincent Genzi, si on veut faire un petit peu le tour des portefeuilles, quel serait aujourd'hui le portefeuille idéal? Si on a un portefeuille diversifié, quelle va être la poche action, la poche taux, comment va se répartir cet ensemble aujourd'hui? Alors, je vais essayer d'être assez rapide. On a une vue très positive sur les actions à moyen terme qu'on aurait tendance à surpondérer. À plus court terme, tactiquement, on est un peu plus neutre sur les actions. Donc, dans nos portefeuilles diversifiés, on est à peu près à 50%, alors qu'on était peut-être à 60% il y a quelques mois. Dans la partie actions, on privilégie toujours un peu l'Europe, pour toutes les raisons que nous avons déjà indiquées, au détriment des États-Unis, mais on a gardé des positions importantes. Et pour la partie taux, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal d'y trouver notre intérêt, ou en tout cas des raisons d'investir lourdement. Donc la manière dont nous avons orienté nos portefeuilles depuis 2 trimestres, c'est premièrement de garder une exposition sur le dollar, en ayant un petit peu de produits de taux américains, que ce soit des emprunts d'État américains qui rapportent plus qu'en Europe, que ce soit des obligations d'entreprises américaines, et même un petit peu de SICAV monétaire en dollars. Donc ça, c'était la position jusqu'à aujourd'hui. Si le dollar, effectivement, est amené à plafonner un petit peu, on sera peut-être tenté de réduire un peu ses positions taux US, mais pour faire quoi? Revenir en Europe ou dans les pays émergents? Qu'est-ce que nous avons? En Europe, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des taux maintenant qui sont extrêmement bas. Et pour aller trouver des taux élevés, il faut aller sur du 15 ans, du 20 ans, du 25 ans, ce qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Donc nous restons concentrés sur des niches sur les taux européens, simplement pour essayer de gagner, enfin de rémunérer les liquidités. Donc on reste sur les pays, sur des emprunts d'État des pays périphériques, que ce soit l'Italie, le Portugal, l'Espagne, mais non, en n'allant pas capter justement les très longues durées qui nous semblent un peu plus risquées. Et dans les obligations d'entreprise, il y a encore là aussi un petit peu de gisement de rentabilité et de rendement sur des obligations du secteur financier, des obligations subordonnées bancaires, sur un peu d'obligations à haut rendement en Europe, et également sur les obligations convertibles, dont les taux ont beaucoup baissé, mais qui offrent aussi un levier ou une indexation sur les marchés actions. Parfait, merci en tout cas pour cette idée d'allocation. On vous retrouvera, Vincent Genzi, pour une prochaine émission sur les États-Unis. On a fait un spécial US aujourd'hui avec vous. Merci de nous avoir suivis. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain matin. Ce sera une émission spéciale FinTech, crowdfunding, à partir de 9h20. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et de bons trades. À demain.